Eh bien, salut à tous. La France a été dissoute par Emmanuel Macron par décret, c'est terminé. C'est la panique en ce moment. Qu'est-ce qu'on rigole avec ce truc, n'empêche. Vous avez vu un peu le bordel qu'il y a maintenant. C'est clairement voulu, pile avant les JO, le chaos engendré sera utilisé par Macron à son avantage. Ne spoile pas la vidéo, malheureux. Donc les élections européennes ont eu lieu le 9 juin, et on l'a déjà oublié, puisque le soir même, notre ami Macron dissolvait l'Assemblée nationale avec des postures justement effectivement gaulliennes, de chef d'État, de respect de la démocratie et de toutes ces âneries. On va voir un petit peu ce qu'il en est et ce que ça cache. Mais avant toute chose, les élections européennes ont bien eu lieu. On nous avait dit que l'extrême droite menaçait de prendre le pouvoir en Europe, d'atteindre une minorité de blocage tout au moins au Parlement européen. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est, quels sont les résultats, et si ça justifiait vraiment une dissolution. Parce que ça fait partie de la réponse à notre question, qu'est-ce que Macron est en train de faire, et où est-ce qu'il nous emmène. Alors voici un outil de comparaison du Parlement européen, donc la précédente législature 19-24, et celle qui a été élue aujourd'hui, le 9 juin, dans tous les pays européens, pour la législature 24-29. Et on peut voir déjà qu'à vue d'œil, entre les deux parlements, il n'y a aucun changement. Il ne s'est rien passé. Voilà, on a voté quasiment pour rien. Vous pouvez voir que la ventilation des députés en fonction des groupes est quasiment la même. Donc le PPE a un petit peu progressé, ça c'est les démocrates chrétiens, la droite un peu mollassonne, qui gagne 10 députés. Le groupe socialiste-démocrate, bon les SOSDEM quoi, affilié PS en France, donc qui passe de 139 à 135, gros changement. Renew, les centristes, l'extrême centre plutôt, perd une vingtaine de députés. Pareil aussi pour les Verts qui en perdent une vingtaine. Par contre, côté extrême droite, donc il y a deux groupes, groupe conservateur et le groupe Identité et Démocratie, auquel appartient le renoncement national. Donc le groupe ID en prend une dizaine de députés, et les droites conservateurs, qui sont les mêmes mais en différent, gagnent 4 députés. Voilà, qui va vraiment changer la nature de l'Union européenne. Quant à la gauche, extrême gauche, ils y perdent un député. À noter tout de même qu'il y a ici encore 55 nouveaux élus sans appartenance à un groupe politique du Parlement sortant. Donc voilà, 55 députés qui vont s'ajouter quelque part dans ce classement. Ça changera rien, voilà, on s'en bat les couilles. Donc il n'y a absolument pas de vague de partis d'extrême droite au Parlement européen qui auraient pu atteindre une minorité de blocage. Ça n'existe pas. C'était uniquement un thème franco-français, comme on va pouvoir le voir ici sur l'exposition des candidats dans les médias. Ouest France a relayé ici une petite étude qui a été menée, enfin petite. C'est une étude, un classement des 24 principales têtes de liste en fonction de leur médiatisation dans la presse française. L'étude recouvre la législature passée du 1er juin 2019 au 31 mai 2024, 3000 publications de presse écrite et imprimée, 5400 programmes différents sur 410 chaînes de TV et de radio. Donc voilà, ils regardent quand même de manière assez large. Et on va comptabiliser toutes les mentions des noms des personnalités, quelle que soit la manière dont on en parle, en bien ou en mal, ou de manière neutre. Et donc rien que sur le mois de mai 2024, qui précédait donc les élections européennes qui se sont tenues le 9 juin, Bardella a obtenu 17 000 mentions, suivi par Glucksmann de très loin quand même avec 12 000 mentions. On voit quand même que Glucksmann est un produit médiatique de remplacement du macronisme. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On verra de toute façon au cours de cette législative que ce mec-là ne sert qu'à diviser la gauche pour créer des seconds tours Macron-Le Pen. Ça c'est dit, on aura l'occasion d'y revenir. Alors ensuite, très loin derrière, à égalité, Maréchal Le Pen, François-Xavier Bellamy et Valérie Hayé, avec 5700 mentions. C'est marrant de voir que Hayé a vraiment été reclassée dans les fonds de chiottes de cette élection, alors qu'elle était en deuxième position dans les sondages, alors que c'est la candidate du parti au pouvoir. Pouf, elle est relayée là en 5e position, parmi les candidats, même pas de challenger, quoi. Finalement, c'est Glucksmann qui a été le numéro 2 des médias. Et puis ensuite, on a Aubry avec 5300 mentions, et à la fin, ça se perd dans la nature. Valérie Hayé, à la fin, elle a été remplacée par Gabriel Attal. Malgré tout, quand on regarde les résultats, là on est sur Elucide qui en fait quelques petits graphiques sympas parce qu'ils ont sorti un article justement sur la dissolution où ils émettent quelques hypothèses, et aussi ils reviennent sur les résultats des européennes. Et voici donc les résultats de ces européennes par parti en France. Et on peut voir que pour une exposition à peu près égale, Reconquête et les Républicains font 5 et 7%, quand Renaissance fait 15%. Donc il y a encore un bloc centriste
qui existe, mais talonné par le Parti socialiste, nouveau chouchou des médias, tandis que le Rassemblement national obtient 31% des suffrages. Seulement, quand on va voir un petit peu dans le détail, si on ramène ces résultats à l'ensemble du corps électoral, le président a obtenu les suffrages de moins de 8% des inscrits, enfin la liste en tout cas, d'Emmanuel Macron, du parti de Macron. Les mêmes résultats exprimés en pourcentage des inscrits avec l'énorme abstention, 48% plus 1% de vote blanc, la moitié des gens ne sont pas allés voter, ce qui relativise grandement la vague RN aux européennes. En fait, en pourcentage des inscrits, ils n'ont pas fait plus, pas tellement même, c'est à peu près égal par rapport au score des présidentielles au premier tour. À la fois 2017 et 2022, ils avaient fait pareil, à peu près 16% des inscrits. C'est donc un résultat relativement stable, même si évidemment il faut prendre en compte qu'il y a moins d'abstention au présidentiel, donc un plus grand nombre de votants. Est-ce qu'il y a un réservoir de voix RN dans l'abstention, ou est-ce qu'ils auraient obtenu le même score si plus d'abstentionnistes s'étaient déplacés? Je n'ai pas la réponse. Donc on peut voir en tout cas que Renaissance et le Parti socialiste ont fait tous les deux 7% des inscrits, ils sont dans un mouchoir de poche. Autre indication intéressante de ces européennes, les jeunes s'en battent les couilles, mais c'est intersidéral. Les 18-24 ans sont en bleu, les 25-34 ans en orange. Abstention 60 et 66%. Et le RN, soi-disant, qui représente la jeunesse ou je sais pas quoi, ils font à peine 10% des inscrits dans ces tranches d'âge pour les européennes. 90% des votants entre 18 et 34 ans ne sont pas allés voter pour le RN. C'est encore pire pour les autres partis. On voit que Renaissance, ils ont fait 3 chez les 18-24, 2 chez les 25-34. C'est des sondages, hein, mais bon, quand même. Ce qui m'a fait marrer, c'est de voir que pour LFI, on passe de 12% à 6% quand on entre dans la vie active. Bon, c'est dit. Donc ouais, les jeunes, là on a ici Maxime donc, qui nous explique qu'effectivement les jeunes n'ont plus de parti, plus de porte-parole légitime, c'est dramatique. Et c'est vrai que les jeunes s'en battent de plus en plus les couilles de la politique, ils s'en détachent parce que c'est assez anxiogène et tristoun. J'ai souvent des commentaires de gens qui me disent « J'aime bien tes vidéos, mais j'ai quand même envie de chialer quand je les regarde ». Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont plus beaucoup de perspectives d'avenir en raison d'un marché de l'emploi et de l'immobilier un peu compliqué, surtout quand on rajoute là-dessus une bonne couche d'éco-anxiété. Bref, c'est un autre sujet. Poursuivons notre détail des votes, alors cette fois par CSP, par catégorie socio-professionnelle. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le RN est premier dans toutes les catégories cette fois. Même chez les retraités, nos amis les boomers qui votent en grande majorité pour En Marche, ils ont été aussi séduits, comme on peut le voir ici, par l'offre alternative Glucksmann, hein, ce nouveau jeune dynamique des beaux quartiers qui va nous expliquer comment il faut aller faire la guerre contre la Russie. Le RN est premier partout, même chez les cadres. On peut voir aussi que la FI est complètement à la ramasse parmi les ouvriers et les employés qu'elle prétend représenter, mais par contre elle fait des meilleurs scores auprès des cadres et professions intermédiaires. Vous ne voyez pas dans le graphique, c'est 10% chez les cadres. Donc les bobos des centres-villes votent bien pour la FI, mais ils préfèrent quand même Glucksmann. Glucksmann est devant la FI, chez les cadres, les professions, même chez les employés, même chez les ouvriers, partout en fait. C'est consternant. Il est vrai par contre que les européennes ont un tropisme bourgeois. Dans la sélection des gens qui vont voter, c'est souvent l'électorat populaire, ouvrier, tout ça se désintéresse vraiment de ces élections, qui sont plutôt des élections de bourgeois citadins. Alors on ne sait pas trop pourquoi, mais il a considéré que tout ça méritait de dissoudre l'Assemblée nationale. Pourtant, il avait dit, c'était le 25 mai, au moment où il avait invité Marine Le Pen à faire un débat pour les européennes, ce qui avait scandalisé tout le monde parce qu'on aurait eu un débat pour une élection entre Macron et Le Pen, qui tous deux ne sont pas candidats à cette élection, ce qui avait un peu fâché les autres têtes de liste, qui passaient vraiment pour des figurants. Et Le Pen avait mis certaines conditions, et la journaliste va justement lui poser la question là-dessus. Il a répondu « J'accepte s'il engage sa responsabilité, c'est-à-dire s'il dissout l'Assemblée ou s'il démissionne en cas de défaite. » Et bien sûr, si on change la Constitution et tout le tout-team, c'est une élection européenne. Faut aller sur les enjeux européens, faut en parler. Faut pas rester caché, c'est tout. Et c'est pas non plus une élection qui doit changer la Constitution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Voilà, ça c'est du Macron. Quand il dit qu'il va pas faire un truc, faut quand même faire attention, parce qu'en général, il ment.
Il est vrai quand même que pour ne pas parasiter le vote des gens en disant attention, si le RN arrive en tête, je dissous l'Assemblée, évidemment, peut-être qu'ils auraient fait encore un meilleur score. Donc il est normal qu'il avance à visage masqué sur ce truc-là, même si, à mon avis, il y pensait déjà. Mais tout le monde n'était pas au courant au sein de la majorité, et notamment les électeurs qui ont eu un petit choc au moment d'apprendre que Macron dissolvait l'Assemblée nationale. Vous pleurez? La prudence des temps, c'est toujours s'unir et résister pour dessiner Je pense que c'est l'avenir, pas une bonne se décision. replier ou céder à toutes les C'est pas une bonne démagogies. décision. Vos C'est pas une bonne préoccupations, décision. C'est pas une bonne décision. et je ne les laisserai pas. Fédération continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité, Imaginez qu'il soit obligé de le mettre comme Premier ministre. Jordan Bardella. Putain, arrête. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me fait chialer. Moi, je suis de la génération SOS Racisme. Je touche pas à mon pote. Moi, je suis de la génération de 2002 qui descendait dans la rue. Alors, je dis pas qu'il n'a pas bien fait, mais pour l'Europe, elles ont bossé quand même. L'Oiseau, ils ont vraiment bossé pour l'Europe. Ils ont fait des choses constructives. Et là, il y a une confusion entre le national et l'Europe. C'est une sanction, sans doute. On a donc un nouveau golem qui souffre. Il a milité contre le Front National toute sa vie et il se rend compte que Macron leur fait un pont d'or. Ouh là là. Alors il y en a d'autres qui sont consternés. Décider en catimini la dissolution de Macron, enfin de l'Assemblée, je pense. C'est vrai que la dissolution de Macron, ça peut être positif. Bref, tout ça suscite des craintes et rancœurs dans son camp. Je ne comprends pas comment j'ai pu donner 7 ans de ma vie à quelqu'un d'aussi égotique. Le cadre du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, une source de rancœur a éclaté parmi les députés macronistes sous le choc de la dissolution de l'hémicycle annoncée par Macron. Le mec découvre que le sociopathe est sociopathe avec tout le monde, y compris les gens de son camp. Oh, comme c'est bizarre. Bref, alors après l'article est payant, on s'en balait un peu les couilles. Donc ouais, il y en a pas mal dans son camp de ministres aussi, qui ont dit merde, mais on va se retrouver au chômage. Fait chier, coup dur. On va écouter un petit peu son annonce, et on va la détailler. Elle dure que 4 minutes 32, mais en fait on a tout là-dedans, y compris les raisons un petit peu douteuses de la dissolution, et l'intention qui est cachée derrière. Il faut lire un peu entre les lignes, et puis c'est ce qu'on va faire. Et c'est vrai qu'en dissolvant l'Assemblée nationale, il a déclenché un sacré bordel, tant dans sa majorité que auprès des différents partis, où là c'est la foire d'empoigne pour faire des listes. Enfin, c'est très drôle. On va voir un petit peu ce qui a motivé le déclenchement du merdier. les partis d'extrême droite qui, ces dernières années, se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine. Bon, on va faire plusieurs interruptions parce qu'il dit pas mal de conneries, et donc il commence en expliquant que les partis d'extrême droite s'opposent à ce que l'Europe fait de mieux. Le plan de relance, c'est quand même 40 milliards de déficit, hein, ça on en avait déjà parlé. Le soutien aux agriculteurs, est-ce que c'est peut-être la loi Egalim qui, en France, est contournée justement parce que nous sommes dans le marché commun européen, et Macron avait fait campagne sur le thème « on va faire un Egalim au niveau européen ». Bon, vu la composition du paysage au Parlement, ça va peut-être pas changer grand-chose, je doute que l'Europe protégera les agriculteurs français, d'autant que c'est l'Europe qui a organisé la concurrence déloyale avec l'Ukraine en faisant rentrer sur le territoire tout un tas de produits ukrainiens, du poulet, des œufs, des céréales, détaxés, qui foutent le bordel dans les marchés agricoles. Ça embête pas seulement les producteurs français, mais aussi polonais, roumains, tout ça, qui sont à la frontière et qui passent leur temps à bloquer la frontière, à brûler les camions, à décharger les camions en provenance d'Ukraine. Ça, c'était au début de l'année. Je sais pas s'ils ont continué. Et puis voilà, pareil, le soutien à l'Ukraine, c'est des milliards qui sont dépensés en pure connerie. Vous en avez peut-être vu la couleur d'ailleurs sur vos factures d'énergie. Bref, donc s'il faut être d'extrême droite pour avoir un peu de bon sens, il risque d'y avoir une augmentation des scores. Ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Alors encore une fois, c'est un énorme mensonge. Il n'y a aucune progression de l'extrême droite au Parlement européen. Il y a de temps en temps dans un pays, on en avait un peu parlé, par exemple aux Pays-Bas, où ils ont dû faire une coalition de gouvernement avec un parti d'extrême droite, mais avec deux autres partis de droite et du centre, je crois.
Donc le type est dilué et les mesures les plus extrêmes ne seront pas appliquées pour pouvoir faire cette coalition. C'était aux Pays-Bas. Il n'y a pas spécialement de montée de l'extrême droite. Et puis il parle de 40% des suffrages pour l'extrême droite, mais quand on fait Rassemblement national plus Reconquête, on arrive à 36. Et quand on regarde les suffrages exprimés, ça dépasse pas 20%. 80% des gens ne se sont pas déplacés pour aller voter pour un parti d'extrême droite aux européennes. Donc la vague des partis d'extrême droite qui montent sans cesse, on l'a pas vu. Il aggrave volontairement la situation pour une bonne raison. On va y aborder. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Voilà, donc là il commence à mettre un peu la pression sur les gens sur le thème « Vous voudriez pas avoir honte de vous si vous avez un gouvernement d'extrême droite pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous voulez vraiment que ce soit Bardella qui reçoive les différentes délégations ? Franchement, ça la foutrait mal. Hein. Pensez au débarquement du 6 juin, n'est-ce pas ? Ça va être comme ça un peu tout le long. Et il dit, l'extrême droite, c'est le déclassement du pays. Mais qui a déclassé le pays ? Monsieur 1000 milliards de dettes, c'est quand même ce gars-là et Bruno Le Maire. C'est bien sous sa mandature. Et justement, la semaine des élections, que Moody's a déclassé la France et l'a mis en double A, je crois. Il me semble pas que ce soit l'extrême droite qui soit comptable de ce résultat, mais bon. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières... Voilà, donc je peux pas faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire, vous avez voulu faire les malins en votant à fond pour Bardella, vous avez mis ce parti à 30% et moi seulement à 15%. Bon, très bien, il n'y a pas de souci. Si vous en voulez, eh bien, je vous le propose. Vous pouvez voter pour ces gens, pour les législatives, et avoir un gouvernement du RN. Il n'y a pas de souci. La démocratie va parler, on va faire confiance à tout ça. Vous verrez si vous avez bonne mine pour les JO après ça, si la situation économique du pays va s'améliorer avec ces gens, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ensuite, il embraye sur le bordel qu'il y a actuellement au Parlement. Ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Voilà, je n'entends rien céder au Parlement, dans lequel il y a du bordel qui choque les gens, il y a une fièvre, il y a des députés de la France Insoumise qui agitent des drapeaux palestiniens, où ils débarquent des fois, c'était Ruffin qui était venu avec un maillot de foot, il avait été sanctionné, il y avait du merdier à l'Assemblée. Donc ce qu'il n'aime pas, c'est la démocratie, c'est le fait de ne pas avoir la majorité absolue au Parlement, comme ça avait été le cas pour son premier mandat, où tout un tas de golems, de Playmobil de la majorité En Marche votaient ce qu'on leur disait de voter, le doigt sur la couture du pantalon, et se faisaient exclure dès qu'ils contestaient de quelque manière que ce soit. Enfin, dans la limite des stocks disponibles, parce qu'on ne voulait pas non plus passer en minorité. Mais voilà, donc depuis les élections de 2022, il y a une majorité relative, effectivement, à l'Assemblée. Il a été obligé de s'allier avec Bayrou, d'ailleurs il a dû lui créer une petite niche à ce vieux type, qui est commissaire au plan, enfin il a été payé 10 000 balles par mois pour faire un rapport au bout de 3 ans, il sert à rien, il est juste là pour que son groupe au Parlement reste allié à la majorité, et puis il y a la même chose avec Édouard Philippe, il paraît qu'il se déteste, et bon bref, il n'est pas content quoi. Et comme il a dit, je ne céderai rien, donc on fait tout passer à coup de 49.3, voilà, vous nous emmerdez avec vos institutions. Je remets juste là. Auquel je n'entends rien céder. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi,
après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Oui, la clarté dans les débats, ça veut dire supprimer l'opposition. Donc, il respecte la démocratie et les institutions. À peu de choses près, comme on nous le rappelle ici dans l'article d'Élucide, une précipitation légale mais suspecte. Effectivement, il s'est un peu torché le cul avec la lettre de l'article 157 du Code électoral qui prévoit que les déclarations des candidatures pour les législatives doivent être déposées en double exemplaire, parce que c'est l'administration, à la préfecture, au plus tard à 18h, le 4e vendredi précédant le jour du scrutin. 4e vendredi précédant le jour du scrutin. Le premier jour du scrutin, c'est le 30 juin, ce qui veut dire que les candidatures doivent être déposées le vendredi 7. Or, les élections européennes se sont tenues le 9. Donc il y a déjà un petit problème au niveau du code électoral, il faudra faire un petit amendement, et ça veut bien dire qu'en laissant à peine une vingtaine de jours pour organiser des élections législatives, c'est extrêmement court. Bon, c'est la démocratie. Qu'est-ce qui va se passer en 20 jours? Le temps de faire des listes, se répartir les postes, créer les différentes alliances, établir un programme de gouvernement, le communiquer, financer les campagnes, les bulletins de vote, les professions de foi, qui c'est qui paye, organiser quelques débats. Tout ça va se faire dans une précipitation extrême. Vous voyez d'abord que c'est un bordel sans nom, c'est assez drôle à voir d'ailleurs. On a l'impression qu'il a acheté un pétard dans une cuvette de chiottes bouchées, c'est le merdier partout. Donc voilà, il respecte la démocratie en vous laissant 20 jours après une élection pour en organiser une autre et vous dire, vous allez voir la suite, c'est moi ou le chaos, quoi, en gros. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Encore une fois, la démocratie, c'est quand on est d'accord avec eux. C'est un peu systématique. Vous avez le droit de voter pour le RN, mais vous êtes contre la démocratie. Voilà, moi je vous fais confiance. C'est les nazis ou moi, franchement. Le choix, c'est moi, ouais. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Voilà, le Parlement, une fois de plus, ça fait chier. Faut faire des arrangements avec différentes personnes, des LR, des Horizons, des Bayrou, c'est pénible. Donc vous allez me donner la majorité. Ou alors, vous avez qu'à voter pour les nazis. Voilà, tout simplement. Attention, les nazis sont aux portes du pouvoir. Si vous votez pas pour moi, si vous ne me donnez pas la majorité, ça va être le merdier. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Là, on a le projet qui va se dessiner, justement. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. On a déjà vu au moment des Gilets jaunes comment il écoute les gens, où il fait des annonces sur le thème. Alors, mes propos ont peut-être choqué, puis on va écouter tout le monde, et puis les fameuses annonces qu'il avait faites, ça avait été passé au panier par les ministres juste après, enfin bref. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir ce projet. Et voilà, le dépassement, la fédération, lutter contre le repli sur soi. La fédération de quoi? De qui? La fédération européenne. Il veut la majorité pour nous entraîner dans la guerre en Ukraine. Il l'a dit à un moment, les grands défis pour notre sécurité. Voilà. Et deuxièmement, il faut que la France se tourne vers l'avenir, progresse, machin, vers la fédération. Il veut la majorité pour voter en fait la dissolution de la France, quelque part. Mais en ce moment de vérité démocratique, et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition
et d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Voilà, et là, c'est bon, c'est la fin. Il joue les désintéressés. Moi, j'ai pas d'élection prévue en 2027, j'ai pas d'échéance. Regardez, je démissionne, enfin, je dissous l'Assemblée, je vous redonne le pouvoir démocratique. Vous voyez bien que je suis quelqu'un totalement à votre service, désintéressé, je ne me soucie que du bien de la France. Et donc, bah, ça va faire voter les petits vieux, hein, pour un projet de dissolution de la France dans l'Union européenne. Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Voilà, ça c'est la 3e fois. Majorité, claire, on veut de la clarté pour la concorde, hein, pour en finir un peu avec les excités de l'opposition, surtout à gauche. Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige. Connaître le prix du vote et le goût de la liberté. Agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République! Et donc à la fin, il dit bien aux gens, si vous n'êtes pas des merdes, vous allez voter pour moi, sinon vous êtes irresponsable, contre la grandeur, etc. D'accord, ok. Donc effectivement, il veut faire une élection précipitée, en 20 jours, sur le thème « C'est moi ou les nazis ». Et c'est déjà quelque chose sur lequel il surfe depuis très longtemps, hein, depuis déjà 2017, où on se souvient de sa campagne était complètement orientée sur ce thème attention, l'extrême droite arrive au pouvoir, surtout après le second tour, où le mec avait fait la tournée de tous les cimetières de la Seconde Guerre mondiale, en rappelant bien que le FN à l'époque était un parti créé par des personnes qui avaient collaboré. Et alors là, je déterre un truc un peu vieux, je ne sais pas si vous vous souvenez de la rencontre nocturne entre Mélenchon et Macron au port de Marseille, c'était en 2018. Et en 2018, il sélectionnait ses opposants, et il expliquait pour qui il fallait voter si les gens n'étaient pas contents de sa politique. Il avait discuté avec Mélenchon sur un ton très républicain, on ne sait pas trop ce qu'il s'est dit, mais Mélenchon, l'après-midi même, Mélenchon défilait dans Marseille en traitant Macron de xénophobe à tout va. Et puis le soir, on les retrouvait bras dessus, bras dessous, après une discussion républicaine, et Mélenchon n'assumait plus ce qu'il avait dit. La terre de la confrontation, c'est Marseille pour vous deux, finalement? On a échangé tout à l'heure dans un échange républicain, et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec M. Mélenchon, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes idées sur tout. Non, il y a des fois où ça arrive. Vous voyez que là, c'est Mélenchon qui vient au secours de Macron, il dit oui, pas souvent, mais il embraye sur le thème, on a des points communs. C'était désastreux cette séquence. Mais en tout cas, c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Oui, chez lui. Et votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même, finalement? Ah, j'ai aucun doute. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, tu as Macron qui désigne lui-même son opposant, qui le choisit, et qui dit, bah voilà, si vous n'êtes pas content de ma politique, ah non, il ne faut pas voter Mélenchon ou je ne sais pas quoi, alors que sur le thème économique, la FI est beaucoup plus anti-macroniste que le RN. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en parler au cours de cette campagne législative. C'est plutôt Mélenchon qui serait un vrai opposant sur le thème économique à la politique de Macron, mais on va plutôt te vendre du RN. Et d'ailleurs, quand on n'en a pas en stock, on en invente. Vous vous souvenez que pour la présidentielle 2022, en raison de la logique des parrainages qui sont publics, c'est, je crois, une réforme de Macron qui les a rendus publics, ou c'était juste avant 2017, je ne sais plus. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent donner leur parrainage, c'est surtout des maires, mais c'est aussi d'autres élus, qui font prout pour le donner à Le Pen, parce qu'ils ne veulent pas se faire mal voir par leur électorat ou par leurs administrés. Il peut aussi y avoir des problèmes administratifs. Oh, vous avez donné votre parrainage au parti caca, on ne va pas vous donner la subvention pour le rond-point. Donc il y a pas mal de maires en général qui refusent de donner leur parrainage à Le Pen. Ils disent allez plutôt vous adresser chez le voisin, puis le voisin le fait aussi. Et résultat, en 2022, Le Pen galérait à trouver ses parrainages, si bien que c'est François Bayrou qui a parrainé Marine Le Pen au nom de la démocratie. C'est pour sauver la démocratie, mais notre signature ne vaut pas soutien, insiste le président du MoDem. Alors ils avaient emballé tout ça en expliquant qu'ils voulaient sauver la démocratie avec tous les candidats considérés comme légitimes, c'est-à-dire crédités d'au moins 10% dans les intentions de vote. Ils voulaient créer une banque de parrainage qui réunit 400 élus et qui peut aussi bénéficier à d'autres candidats. Voilà, pour faire passer un peu la pilule, on noie l'affaire avec NDA, François Asselineau, Philippe Poutou, etc. C'est pas juste pour le FN, mais non, absolument pas. Si le système des parrainages n'est pas bon, il suffit de le réformer.
Il suffit simplement de remettre le parrainage secret. Mais non, ça on va pas y toucher. On va faire notre banque des parrainages et on va choisir nos candidats. C'est bien mieux. Donc c'est Bayrou qui dit qui a droit à des parrainages ou pas. Et là, il a voulu donner l'exemple en parrainant Le Pen au nom de la démocratie. Alors qu'est-ce qui s'était passé quelques mois plus tard? Vous vous souvenez qu'il y avait eu toute une campagne dans les 2-3 dernières semaines de la présidentielle en 2022 contre la France insoumise. Parce qu'on ne voulait surtout pas que la LFI passe au second tour. Et il y avait des sondages qui disaient que peut-être Mélenchon avait une chance de passer. Et il y avait eu une campagne spécifique de dénigrement sur le Venezuela. Hein, c'était ça, Venezuela, ils s'étaient foutus de leur gueule. Bref. Et donc, on s'est effectivement retrouvé avec ce second tour Macron-Le Pen, une fois de plus. Et là, il fallait faire barrage à Le Pen. Ça relevait de la défense des valeurs démocratiques. Il suffisait simplement de ne pas donner le parrainage. Hein. Soit le FN, le RN, est un parti nationaliste, xénophobe, etc. Il va contre les valeurs de base de la démocratie, de la République, de l'état de droit et de tout ce qu'on nous sort à chaque fois. Et dans ce cas, il faut l'interdire. C'est-à-dire, s'il y a un parti qui propose d'ouvrir des chambres à gaz pour aller y mettre une partie de la population, je pense que ce parti sera très vite interdit. Mais là, non, on va le parrainer. Mais quand il s'agit de se retrouver face à lui au second tour, là, les valeurs démocratiques imposent de faire barrage. On va poser son cerveau et aller voter Macron. En gros, c'est ça. L'enjeu, voilà, les valeurs démocratiques ne se saucissonnent pas. Le respect de l'état de droit que l'extrême droite assume de contourner non plus. D'aucuns, dont, à la surprise générale, Macron lui-même, arguent que le combat moral ne marche plus pour lutter contre l'extrême droite. La fragilité du réflexe du Front républicain l'atteste. Il faut néanmoins rappeler que si l'extrême droite est restée aux portes du pouvoir depuis 20 ans en France, c'est parce que les Français se sont mobilisés pour défendre ces valeurs. Mais quand les maires refusent de donner leur parrainage à un parti, parce que les Français, quelque part au nom de la défense des valeurs de la démocratie, pourraient peut-être leur en tenir vigueur, là c'est François Bayrou qui vient vite au secours de Marine Le Pen pour lui filer les parrainages. Et après, au second tour, vous n'avez pas le droit de voter pour ce parti. C'est le parti caca. C'est interdit. Au nom de la démocratie. Sauf, bien sûr, que tout ça ne s'applique pas à eux. On l'a vu 2-3 semaines plus tard, après les législatives de 2022, à l'Assemblée nationale, on a eu 2 députés RN qui ont été élus vice-présidents, après des arrangements, là c'est la foire, hein, franchement, c'est vraiment extrêmement commercial comme arrangement, entre LREM et le RN. Donc vous savez qu'à l'Assemblée, vous avez des postes, vous avez 3 questeurs, 7 vice-présidents, un président aussi de l'Assemblée, et puis une douzaine de secrétaires, je crois. Alors tout ça donne droit à du pouvoir et à des primes, hein, ils sont mieux payés. Donc il y a des enjeux, ils s'élisent entre eux à ces postes. Donc il faut après discuter entre les partis pour dire, nous on t'aide pour faire élire ton député à tel poste, mais tu nous aides sur le nôtre pour qu'on ait nous aussi un poste, etc. Et donc, après moult tractations, finalement, LREM avait discuté avec le RN. Voilà, c'est Olivier Faure ici qui résume un peu l'affaire. Hier, le RN se retire au second tour pour accorder une majorité absolue à LREM pour la présidence, pour Yael Braun-Pivet. Hein. Aujourd'hui, le RN voit ses 2 candidats à la vice-présidence élus dès le premier tour grâce à LREM. Et LREM va choisir Ciotti contre la NUPES pour la questure. C'est éclairant. La questure, c'est important parce qu'ils gèrent les enveloppes, le budget. Et quand vous avez des députés qui sont en dépassement de frais de mandat, comme ça arrive régulièrement, c'est le questeur qui, de temps en temps, éponge un peu le problème. Donc, on a ici LREM qui s'associe avec le RN et qui utilise Ciotti pour faire barrage à la NUPES. Ciotti qui, aujourd'hui, envisage d'ailleurs de faire alliance avec le Front National, enfin le Rassemblement National, pour cette nouvelle législature. Bon. Donc le barrage à l'extrême droite au nom de la démocratie et de l'état de droit, quand il faut négocier des postes, tout d'un coup on sait faire alliance. Du coup, Emmanuel Macron ne veut plus qu'on lui parle du barrage et du second tour de l'élection 2022. Depuis la Chine, le chef d'État a pesté contre ceux qui lui rappellent régulièrement son élection contre Marine Le Pen grâce aux voix du Front républicain. C'était 1 an après son élection, 11 avril 2023. Le président lui-même expliquait après sa réélection que ce vote l'obligeait et qu'il avait conscience que les Français n'avaient pas voté pour son projet, mais contre celui du RN, et il avait dit « vous en faites pas, tout ça sera pris en compte, on en discutera entre nous, et puis j'écouterai les oppositions ». Ouais, c'est ça, il veut maintenant les supprimer. Hein. S'il dissout l'Assemblée nationale, c'est pour ça. Donc le barrage à l'extrême droite, c'est bien gentil, mais c'est seulement pour se faire élire. Le résultat, c'est qu'à force d'utiliser le RN comme marchepied
et de jouer les pompiers pyromanes en mettant comme ça le RN au premier plan, puis en disant « Ouh là là, attention, attention, ils montent, ils sont aux portes du pouvoir, il faut voter pour nous, parce que sinon vous allez passer pour des couillons, vous aurez l'extrême droite au pouvoir, le début des camps, la fin des libertés publiques. » Et donc ça marche. Ça marche de désigner le RN comme un parti d'opposition, comme le vote désagréable pour Macron. Les gens ils se disent je ne suis pas content de la politique, puisque l'offre politique alternative ne me plaît pas des masses, quand je me déplace pour aller voter, je vais au moins chier dans l'urne en votant RN, et puis peut-être que ce sera désagréable pour Macron. J'ai lu de près le sondage qui a été fait par Ipsos et qui a été publié hier soir sur France 2. Et j'ai une question qui m'a paru très intéressante. Est-ce que pour les différents partis, on pense qu'ils feraient mieux, moins bien, ou ni mieux ni moins bien que le gouvernement actuel? Figurez-vous que s'agissant du Rassemblement national, la réponse dominante, c'est qu'il ferait moins bien que le gouvernement actuel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de transfert de confiance. C'est-à-dire que le RN est l'outil du mécontentement à l'égard du pouvoir, il l'a montré dans cette élection, c'est un outil pour beaucoup d'électeurs, mais que l'idée d'une amélioration de la situation si le RN arrive au pouvoir n'existe pas, c'est absolument majeur. Ça, alors pour... Voilà, ça c'est intéressant. Donc là, il cite un sondage qui explique que les gens n'ont pas du tout confiance pour autant dans le RN pour faire mieux qu'En Marche. Mais comme ils ne sont pas contents non plus de la situation actuelle, quand ils votent, ils mettent un petit bulletin RN. Quand ils veulent contester, on va voter RN, ça les fera peut-être chier. De fait, en dissolvant l'Assemblée nationale, ils donnent un petit peu raison aux gens qui pensent comme cela. Il y a ceux qui sont dupes, puis il y a ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi à cette élection, enfin ces élections européennes, qui ont porté le RN à plus de 30%. Pas mal de gens sur Twitter qui ont expliqué que, oh mon Dieu, on vit dans un pays de racistes et ouin, etc. Alors qu'en vérité, la plupart des gens sont surtout dans un vote de contestation. Et même quand ils sont plus ou moins alignés sur le programme du RN, c'est souvent lié à des faits divers. Quand vous avez bientôt une agression par semaine, voire même par jour, de mecs sous OQTF qui ont déjà eu affaire à la justice, qui sont en situation irrégulière sur le territoire et qui ne sont pas expulsés, il y a un moment où les gens, ils veulent des solutions, tu vois. Bon, évidemment, tout ça est lié à des règlements européens qui font qu'on ne peut pas les expulser, mais il y a un problème qui doit être adressé et personne n'en parle à part le RN. Donc il y a un moment, là aussi, où les gens se disent, mais qui va régler un peu ce bordel et adresser un peu cette question? Mais rien que de dire ça, déjà, vous êtes taxé de raciste. Alors forcément, ça fait beaucoup de racisme dans le pays. Et c'est le choc pour les influenceurs qui se mobilisent après la dissolution de l'Assemblée nationale. Le RN est aux portes du pouvoir, donc on a les classiques, les Situations et autres gauchistes assez incultes sur la politique, qui viennent prendre une posture essentiellement commerciale. C'est l'occasion de se faire mousser, de faire des vues à peu de frais. C'est jamais très intéressant, ils n'ont rien à dire, hein, c'est juste les nazis sont au pouvoir, aux portes du pouvoir, il faut absolument se mobiliser. Et donc vous n'avez pas que les influenceurs en carton, vous avez aussi par exemple Aurore Berger, qui assure que les prochaines élections législatives seront les plus importantes qu'on ait eu à affronter dans notre vie politique. Elle aura un impact sur l'ensemble des Français. Et c'est pour ça qu'on va laisser 20 jours à la campagne. C'est pour ça qu'on fait ça dans la précipitation. Dans la foulée d'une élection qui a consacré le RN, on va se dire oui, on va pas trop laisser aux gens le temps de réfléchir, on va pas laisser les choses se tasser, non, on le fait tout de suite en 20 jours, hop. Pareil pour Darmanin, qui lui, il est un peu plus con, donc plus direct, il appelle les Français à ne pas déconner le 30 juin. Faut pas déconner. Si vous votez pour autre chose que pour nous, vous êtes déconnant, parce qu'évidemment l'extrême gauche n'est pas une alternative valable non plus. Glucksmann peut-être à la limite. On a ici notre ami Séjourné. Alors là aussi, on va voir un peu ce que va être le ton dominant de la campagne. Moi, je ne veux pas que Jean-Philippe Tanguy gère l'épargne des Français. Je ne veux pas que Jordan Bardella accueille au niveau des JO les délégations internationales. Je ne veux pas que ce soit Marine Le Pen qui négocie avec Poutine demain. Et donc, oui, on va se battre. Et on va se battre sur cette élection législative avec tous ceux qui veulent se battre. Et donc, notre ADN, c'est d'ouvrir et de permettre à tous ceux qui se reconnaissent dans un projet qui peut associer largement, avoir une cohérence politique, parce que c'est important d'avoir de la clarté politique, de pouvoir se reconnaître là-dedans et d'avancer. Voilà, alors j'attends peut-être le ralliement de Glucksmann à la liste En Marche. J'en serais absolument pas étonné.
Bref, pour lutter contre l'extrême droite, il faut la coalition la plus large dès le premier tour. On va voir. Donc on a une campagne axée sur des personnes. Il n'y a pas de programme. C'est la peur. Jean-Philippe Tanguy va gérer votre épargne. Bon, ce sera peut-être mieux que Bruno Le Maire, hein, effectivement. Quant à Marine Le Pen qui négocie avec Poutine sur l'Ukraine, il me semblait qu'on n'était pas en guerre avec la Russie. Donc il n'y a rien à négocier. Et par ailleurs, l'Ukraine est suffisamment grande, il me semble. C'est à l'Ukraine, en fait, de négocier sa paix avec la Russie et pas à la France. D'autant plus que la France n'est même plus invitée aux discussions. Tout ça, de toute façon, est dans le cadre de l'OTAN, ça se joue à Washington, la France pèse que dalle. Donc il raconte n'importe quoi. Là, il y a eu des négociations de paix en Suisse, une tentative de négociation de paix, qui réunissait, j'ai plus toute la liste des participants, mais évidemment l'Ukraine et la Russie, la Chine, il me semble qu'il y avait la Turquie aussi. La France n'est pas invitée, hein. T'inquiète pas, Marine Le Pen ne va pas négocier avec Poutine ce qui se passe en Ukraine, hein. Ça pèse pour que dalle. Mais on va comme ça agiter les peurs des gens, vous allez passer pour des couillons, demain les chars russes arriveront en France, enfin... Alors tout ça est évidemment géré par Gabriel Attal. Il estime que c'est le meilleur pour mener la campagne des législatives à venir. C'est vrai que déjà Valérie Hayé n'avait pas été forcément un très bon choix, hein, on l'a déjà remisé. C'est Gabriel Attal qui a déjà fini la campagne pour les européennes et maintenant il embraye sur la campagne pour les législatives. Donc on paye un mec pour être Premier ministre qui fait la campagne d'un parti en particulier. Et c'est tout, depuis bientôt 2 mois. Pourquoi est-ce qu'on paye ce type? C'est dingue. Il n'y a pas des lois justement sur le financement des campagnes et sur le partage du temps entre les ministres. Enfin, un ministre déjà ne devrait pas faire campagne pour un parti. Mais alors là, voilà, ça fait 2 mois que le Premier ministre, il bosse pas, il fait campagne. Il est chargé de com, effectivement. Chargé de com, et donc Macron aussi va mouiller la chemise puisqu'il envisage 3 interventions par semaine jusqu'aux élections législatives. On va saturer l'audimat avec moi. Le RN est aux portes du pouvoir. C'est très grave. Je vous propose, moi, l'ouverture sur le monde, le progrès, la dignité, tout ce qui s'ensuit, alors que vous avez le repli à côté, l'incompétence et les atteintes à la liberté publique et tout. Enfin, ça va être une campagne de peur sur la France. Et vous aurez Macron tous les jours qui viendra vous expliquer, vous faire la morale et vous vendre l'Europe. En général, les gens n'aiment pas ça. Hein. Ça n'a pas très bien marché là pour les européennes où il a complètement instrumentalisé les commémorations du 6 juin. On a eu 1 semaine de Macron et de débarquement contre le nazisme. Et là, on embraye avec 3 semaines de Macron à la télé, 1 fois tous les 2 jours. Non, les gens vont saturer. Je pense qu'ils vont le lui faire payer. En tout cas, j'espère. Aujourd'hui, là, en début de matinée, il partait sur l'idée de mettre en jeu son mandat. Il avait évoqué la possibilité de démissionner s'il n'obtenait pas la majorité au Parlement. Et ça, c'est une vraie possibilité. Il a changé d'avis en cours de journée, parce qu'il ne voudrait pas que trop de gens se mobilisent pour dégager Macron. Mais je pense quand même que la démission est possible. Parce qu'on en avait parlé déjà sur cette chaîne, Macron aimerait bien se représenter pour un 3e mandat. Mais pour ça, il faut éviter d'en faire 2, enfin, on ne peut pas en faire plus de 2 consécutifs. Donc il y a la possibilité de démissionner, et carrément de se représenter aux élections présidentielles suivantes qui seraient organisées. Normalement, la Constitution interdit de se présenter au-delà de 2 mandats consécutifs, mais elle ne dit pas si ces mandats doivent être complets. Donc ça veut dire que si le mandat est incomplet, il n'a pas fait 2 mandats consécutifs. Et au niveau du Conseil constitutionnel, eh bien ça pourrait passer. Macron pourrait se présenter. Il y a peut-être la possibilité d'un vide juridique de ce côté-là. Après, est-ce que ce serait intelligent de se représenter immédiatement? C'est une fausse info, ça. Bon, on verra. Hein. Il a évoqué plusieurs fois la possibilité de modifier la Constitution pour faire un 3e mandat, en tout cas. Non, il ne faut pas forcément modifier la Constitution. Ça a été démenti, oui, enfin, s'il se présente et que c'est dans les mains du Conseil constitutionnel pour trancher, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est aujourd'hui un vide, une possibilité qui est ouverte. Mais il est plutôt probable qu'il se casse, en fait, en laissant toute la merde derrière lui. Les 1000 milliards de dettes, la dégradation de la note de la France, une situation catastrophique sur l'emploi avec des PME qui coulent dans tous les coins, enfin c'est un désastre. Hop, on va laisser ça à qui en voudra. Vous avez qu'à voter pour le RN, vous verrez comment ça se passera. En fait, le RN héritera surtout d'une situation catastrophique laissée par En Marche, mais lui, il pourra se pointer 5 ans plus tard en disant « Vous avez vu, c'était vraiment catastrophique. Hein. C'était vraiment dur, hein, 5 ans sous le RN. » Et d'ailleurs, le RN pourra servir de marchepied pour vendre toutes les politiques les plus antisociales du système.
On va mettre un petit coup de parti autoritaire, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là c'est vraiment le plan de Macron qui utilise à fond la carte du moi ou le chaos, moi ou les nazis. Et justement, Édouard Philippe a été questionné sur cette stratégie et il estime que peut-être il y a une possibilité pour que ça ne marche plus. Et cette thèse qui accuse la majorité d'utiliser en fait le RN, de bien s'arranger du RN, de considérer que le RN est une sorte d'ennemi utile. Ça a servi Mitterrand en d'autres temps. Beaucoup disent, voilà, la majorité actuelle pousse à fond pour mettre le RN, allez, sur le devant de la scène. Alors je vais vous dire quelque chose que je crois profondément. Je pense que pendant très longtemps, les forces politiques qui n'étaient pas le Rassemblement national se sont, non pas arrangées du tout, mais se sont organisées en considérant que dès lors qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est le candidat du Front National qu'on aurait à affronter, on aurait une chance certaine, parce que Front républicain, parce que... Bon. Pendant très longtemps, en accompagnant ce mouvement, la doctrine, enfin plus exactement la tactique qui a prévalu pour lutter contre le Front National, c'était d'insister sur deux moteurs. Le premier moteur, c'était « voyez comme ils font peur ». Le deuxième moteur, c'était « voyez comme ils sont incompétents ». Mon sentiment, je peux me tromper, vous savez, j'ai beaucoup d'humilité en la matière. Mon sentiment, c'est que jouer sur ces deux moteurs aujourd'hui ne fonctionnera plus. Alors qu'est-ce qui fonctionnera ? Dire ce qu'on veut faire. Voilà, on a instrumentalisé la démocratie pendant des décennies. Apparemment, ça marche plus. On s'est vraiment foutu de la gueule des Français pendant des années sur le thème. On va regarder comme ils sont dangereux et méchants, etc. Et alors qu'en fait, on a sciemment organisé un peu les élections pour voir comment on pouvait arriver au second tour avec le RN au second tour, en allant parfois torpiller quelques alliances ici pour faire baisser certains scores, en encourageant de temps en temps le RN dans les médias, en les désignant aussi comme premier opposant officiel par Macron. Et puis, bon, ça a l'air de plus trop bien marcher. Peut-être qu'on va se faire dégager par notre opposant caca, notre mauvais objet psychologique. C'est pratique d'avoir un opposant pour lequel il est interdit de voter quand on arrive au second tour. Les gens commencent à voir la ficelle et ils en ont un peu marre qu'on les prenne pour des débiles mentaux et qu'on les instrumentalise comme ça. Même les pires des gauchistes ont quand même compris qu'ils servaient de serpillière à foutre pour la Macronie au second tour. Et Philippe commence à se dire, mais là c'est quand même un jeu dangereux pour ces législatives parce que les gens en ont marre. En fait, nous-mêmes, on est tellement autoritaires et tellement incompétents que dénoncer ces caractéristiques chez En Marche, chez le RN, lapsus, forcément, les gens commencent à se dire, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Au moins, on change l'eau du bain, quoi. Au moins, on dégage ces gens-là. Peut-être que ça les fera réfléchir une prochaine fois à ne pas aller trop loin dans les débilités. C'est un peu la réflexion que certains, à mon avis, vont se faire au cours de ces élections législatives et pourraient être tentés d'aller voter Rassemblement National en se disant, de toute façon, c'est le même club de débiles, mais au moins, ça change des têtes et puis ça en sanctionne quelques-uns, quoi. Je pense qu'à la fin de la fin, il faut prendre les institutions au sérieux, il faut prendre la démocratie au sérieux. Et donc, il faut dire ce qu'on veut faire. Et cette Voilà. thèse On ne prenait pas la démocratie et les institutions au sérieux, finalement. On se torchait le cul avec. Et maintenant, il annonce que pour gagner les élections, il faudrait dire ce qu'on veut faire. En 20 jours, ça va être quelque chose. Donc voilà, en gros, le plan de Macron avec cette dissolution, qui n'est qu'un sketch, qui n'est qu'une manière de mettre les Français devant leurs responsabilités, entre guillemets, de les prendre un peu à leur propre jeu. Vous me contestez en votant pour le parti caca et en le mettant à 30%, mais il n'y a pas de problème. On va voir ce que ça donne aux élections législatives, qui sont des élections à 2 tours, parce que là, les européennes, c'est à 1 tour, donc c'est facile de faire 30% et d'arriver premier. Mais dans des élections à 2 tours, au deuxième tour, il faut les gagner. Et les reports de voix du RN, ça a tendance à monter, mais c'est toujours... Ils perdent la plupart de leurs duels. La gauche aussi en a perdu énormément. Les élus de la NUPS en 2022, ils étaient arrivés premiers en score, en nombre d'électeurs, au premier tour. Mais ils se sont retrouvés avec, je ne sais plus combien ils ont de députés, une 60aine. Ils ont perdu énormément de duels au second tour. Pareil aussi pour le RN, qui a perdu énormément de duels. C'est-à-dire que c'est des bons candidats de premier tour, ils arrivent à arriver au second, mais au second, eh bien, quand c'est l'extrême droite, l'extrême gauche vote pour le centre, et inversement, quand l'extrême gauche est au second tour face au centre, eh bien, les partis de droite ont tendance à voter pour le centre, et du coup, des partis comme ça, comme LR, comme LREM, ont pu obtenir beaucoup plus de députés qu'ils n'ont eu d'électeurs au premier tour,
enfin par rapport au score qu'ils ont fait. Et donc Macron est en train comme ça d'instrumentaliser la démocratie en dissolvant l'Assemblée nationale et en voyant si les Français ont envie. Est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir un gouvernement de nazis pour les Jeux Olympiques, pour le sérieux de la France, vous allez voir, sur le plan économique, c'est quand même pas folichon. Attention, ils sont méchants, dangereux et incompétents. J'ai bien entendu que vous aviez voté à 30%. Maintenant, on va voir si vous voulez les mêmes au gouvernement. Et si vous voulez pas les mêmes, eh bien, il faut voter pour moi et me donner la majorité. Donc c'est un peu le coup qu'il est en train de faire, parce qu'il en a marre de ne pas pouvoir appliquer sa politique avec un Parlement qui n'est pas aux ordres. Et il a sans doute derrière la tête l'idée d'entraîner la France dans la guerre, au nom de la construction européenne, et puis faire voter sans doute des lois autour de délégations de souveraineté à l'Union européenne pour faire le grand saut fédéraliste. Pour faire tout ça, il a besoin d'une majorité au Parlement, qu'il n'a pas. Et donc il joue vraiment à fond, prenant comme ça une élection au lendemain d'une victoire du RN, et en instrumentalisant à fond la montée des extrêmes pour se faire élire une majorité au Parlement, en jouant sur les peurs des gens, d'une manière extrêmement vicieuse et perverse. Il n'y a pas d'autre mot à dire, quoi. Tout ça pour faire passer sa politique sans débat, parce qu'on va juste faire ça en 20 jours, sur le thème « c'est moi ou le chaos », comme d'habitude. Mais tous ces gens respectent les institutions et la démocratie, et ils sont dans les pas du général de Gaulle, évidemment. Tout ça est une honte, voilà. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi ce fantastique direct. J'espère que vous y voyez plus clair dans la politique de Macron et son instrumentalisation, une fois de plus, de la démocratie. Cette façon qu'il a de se faire passer pour un grand démocrate respectueux des institutions et de la volonté des Français, pour ensuite les mettre dans une alternative en 20 jours. Soit c'est les nazis, soit c'est moi. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir la suite des événements. Vous pouvez aussi passer sur Tipeee pour soutenir mon merveilleux travail. Passez sur Zone Artisanale pour soutenir le travail de nos artisans. Vous abonner à la chaîne. Merci à tous et à bientôt.